Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist, vous l'avez vu dans le titre, et après avoir fait une première vidéo en début d'année sur janvier, février, mars, il est grand temps, je sais, au mois de novembre, de vous faire au moins, à défaut de vous faire jusqu'à novembre, les 6 mois qui ont suivi, à savoir avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Vous vous en doutez, en 6 mois il y a eu énormément de sorties et comme pour la première vidéo, je ne vais pas vous parler des livres qui m'intéressent et que j'ai achetés puisque ça va dans un book haul. Je vais me concentrer sur ces sorties qui m'intéressent au point d'être en priorité dans ma wishlist. Bien évidemment, ça ne reflète qu'une toute petite portion des livres qui m'intéressent et si jamais vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus touffu à vous mettre sous la dent, sachez que j'ai fait 2 articles, il me semble, sur le sujet. Donc si jamais, vous pouvez toujours vous rendre sur le blog ou alors directement dans les liens que je vous mettrai sous la barre de description. Cela vous renverra aux 2 articles que j'ai écrits sur les sorties littéraires du 2e et du 3e trimestre. Je précise que ces sorties littéraires regroupent tout. Fiction, donc les romans, albums jeunesse, c'est du manga, de la bande dessinée, ça peut aussi être de la non-fiction. Et en plus de ça, j'ai mélangé les sorties, je ne les ai pas arrangées par ordre chronologique de sortie. Et on va donc commencer tout de suite cette vidéo avec le premier titre d'une autrice que j'aime énormément. Il s'agit de Frances Hardinge avec son nouveau roman paru, il me semble, en avril dernier, Tisseur de sorts. Et comme pour ces 3 autres romans, on peut retrouver celui-ci aux éditions Gallimard Jeunesse. Au pays de Radith, tout le monde risque de se voir jeter un sort et d'être par exemple transformé en héron ou privé de son ombre. Seule Kellen possède le don de délier les sorts. Ce pouvoir à double tranchant lui attire de sérieux ennuis quand un messager vient les trouver, sa meilleure amie et lui. Et ce messager lui confie une mission périlleuse qui se trouve au cœur des sauvages, une étrange forêt. Le simple fait que ce soit le nouveau roman de Frances Hardinge me suffit amplement pour me jeter tête baissée dedans puisque j'ai adoré L'île aux mensonges. J'étais peut-être plus réservée, mitigée sur La Voix des ombres, mais j'ai eu un immense coup de cœur pour La lumière des profondeurs. C'est une autrice qui a une plume qui est vraiment spécifique, qui a des univers qui sont toujours extrêmement fouillés, denses, profonds, avec quelque chose de parfait pour la saison automnale, Halloween, parce que c'est toujours un petit peu à la pointe de l'horreur, du frisson. Il y a quelque chose de très humain, de profondément attachant dans ses personnages. Elle a une façon d'écrire qui est absolument, qui moi me plaît énormément en matière de construction, de narration, d'univers, de personnages. Donc c'est toujours un régal de se plonger dans ces romans et donc forcément celui-ci m'intrigue au plus haut point puisque là on est dans un roman fantasy avec des malédictions, des sorts. Voilà, il y a pas mal de petits mots-clés comme ça qui piquent ma curiosité, donc je suis impatiente de pouvoir enfin le découvrir. On va rester du côté de la fantasy, mais cette fois-ci on va aller du côté, un petit côté plus lumineux, quelque chose de plus léger aussi, avec une parution des éditions Gulfstream. Il s'agit du premier tome d'une saga qui s'intitule Les Serments des 7 miroirs, et le premier tome se nomme Les vents de terre-ciel de Samuel Rouget. De plus, si jamais vous avez lu ce premier tome, sachez que le second sort ce mois-ci. Dans les hauteurs de terre-ciel, contrées aux îlots montagneux lévitant à la force du souffle, les jeunes aspirants sylphes se préparent à intégrer l'étude et ses 13 tours. Élevée par celui qu'elle appelle grand-père sur une planeuse isolée, Naalis ne fait pas exception et doit rejoindre ce lieu de savoir pour devenir une sylphide accomplie. Au programme, éveil à la danse du vent, écoute de rumeurs murmurées ou encore combat traditionnel. La chevelure rose de Naalis, si différente de celle des habitants du ciel, et lui rappelant constamment ses origines mystérieuses,
lui vaut très tôt la suspicion acharnée de la directrice et les moqueries de ses camarades. Si l'adolescente doit faire ses preuves pour se faire accepter, ce n'est rien devant la véritable épreuve qui l'attend. Confrontée à des phénomènes étranges et d'inquiétantes visions, Nahalice comprend que des forces anciennes aux sombres desseins sont sur le point de s'abattre sur son monde. Au-delà de la très belle couverture, je trouve, dont je suis absolument fan des couleurs, il y a beaucoup de mots-clés dans le résumé qui ont piqué mon attention. Le fait que le monde s'appelle Terre-Ciel, j'aime beaucoup le mélange terre et ciel. On nous parle d'îlots qui flottent au vent, on nous parle un peu un côté académia puisque le personnage principal va aller dans une espèce d'école pour apprendre plein de choses, notamment la danse du vent, écouter les rumeurs murmurées. Voilà, il y a toutes ces petites choses qui ont forcément attiré mon attention. On est dans un roman adolescent, fantasy, on a une héroïne qui manifestement a des origines mystérieuses, on a tout un tas de petites choses qui vont se passer avec des forces obscures. Par conséquent, j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette aventure qui a l'air, ma foi, assez intéressante et palpitante. On va rester toujours dans la fantaisie, vous savez à quel point j'adore ce genre, et on va aller du côté de la fantaisie animalière avec le premier tome d'une bande dessinée. Et une fois de plus, si jamais vous avez ou vous connaissez cette saga, sachez que le deuxième tome sort fin novembre. Je vous parle d'une saga qui s'appelle Au champ des grenouilles avec le premier tome, Urania la sorcière. Et derrière cette bande dessinée, on retrouve Barbara Canepa, Anaïs Allard, Florence Sacré et Giovanni Rigano. Et enfin, ces deux bandes dessinées, on les retrouve aux éditions Oxymore dans leur collection Métamorphose. Ne cherchez pas notre cabane secrète, vous ne la trouverez jamais. Pour y être invité, respectez simplement ces 3 règles. Participation, réunion obligatoire chaque samedi matin. Le reste du temps, sachez que la cabane restera inaccessible, verrouillée à double tour par 3 serrures différentes. Ne tentez pas de les forcer ou vous aurez affaire à moi, parole de lapine. Discrétion, ne dévoilez jamais notre adresse aux adultes. Et une fois hors du village, effacez vos traces. Vigilance, veillez à ce que Shadow ne tisse pas ses toiles d'araignée partout, car à chaque fois je trébuche dessus. Signé Winter. La couverture est absolument sublime, j'adore ce style graphique, j'adore on va dire l'expression, le visage qu'ont les animaux, c'est très expressif rien que sur la couverture. J'aime beaucoup les couleurs employées dedans. Par conséquent, je me suis dit qu'en termes de style graphique, ça allait parfaitement matcher avec ce que j'aime lire en temps normal. En plus de ça, je suis assez sensible à la fantaisie animalière et il me semble avoir lu de bons échos dessus. Donc ma foi, je suis curieuse, impatiente de pouvoir découvrir ce qui me semble être une nouvelle saga de fantaisie animalière un peu cosy, un peu doudou, avec une pointe de retour à l'enfance non négligeable. Et ma foi, je plonge dedans tête baissée. On va totalement changer de salle et d'ambiance puisque je vais vous parler de 2 romans d'une même autrice, à savoir Michiko Aoyama. Ainsi, vous l'aurez certainement compris, mais on va aller dans la littérature contemporaine et la littérature japonaise. Premier livre qui m'intéresse, il s'agit de la version poche du premier tome du café Marble qui s'intitule Un jeudi saveur chocolat. À Tokyo, le petit café caché sous les cerisiers le long de la rivière Meguro accueille toutes les semaines une mystérieuse habituée. Chaque jeudi, Madame Cacao, comme la surnomment gentiment les employés, commande un chocolat chaud avant de s'installer à la même table en bois proche de la baie vitrée. Et chaque jeudi, elle sort un délicat papier à lettres et se lance dans la rédaction d'une longue missive. Une routine immuable qui ne manque pas d'éveiller la curiosité du serveur, jusqu'au jour où Madame Cacao éclate en sanglots devant sa tasse. De Tokyo à Sydney, c'est le début d'un voyage entremêlant 12 tranches de vie, dans ce roman choral qui invite le lecteur à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien.
Pour la petite précision, comme il s'agit d'une version poche, vous pouvez retrouver le grand format aux éditions Nami, tandis que la version poche est, elle, éditée chez J'ai lu. Autre parution écrite par Michiko Aoyama, il s'agit cette fois-ci d'un grand format, donc aux éditions Nami. Ça s'intitule La forêt au clair de lune. Fasciné par la lune, cet astre qui guide nos vies, mais conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des auditeurs dispersés aux quatre coins du pays s'échappent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance. Tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Porté par la voix de Taketori, chacun en apprend plus sur la lune et la mystérieuse influence qu'elle a sur sa vie. Car comme elle guide les tortues la nuit de leur naissance, elle inspire aussi profondément les choix de ceux qui sont à son écoute. Et grâce à ce podcast fascinant, c'est la nouvelle lune, symbole de renouveau invisible, qui va les accompagner pour démêler les nœuds de leur existence et imaginer de nouveaux départs. Vous l'aurez sans doute compris au résumé, nous sommes sur deux romans totalement différents. Dans le premier, Le Café Marble, un jeudi saveur chocolat, on est plutôt dans cette ambiance qui va rappeler à certains tant que le café est encore chaud. À raison ou à tort, ça je n'en sais rien. En tout cas, ça me tentait énormément rien que pour le titre, rien que parce que j'adore Michiko Aoyama, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le roman La bibliothèque des rêves secrets. Et ma foi, je suis plutôt impatiente, c'est le premier tome d'une saga en plus de ça. Et j'aime bien le côté un peu cosy, roman choral très chaleureux, douillet. On a un personnage qui s'appelle Madame Cacao, il y a une histoire de, j'ai l'impression, de correspondance, de lettres. On a de Tokyo à Ciné, donc on a toute cette vibe un peu voyage. Je suis plutôt curieuse de découvrir le récit de Madame Cacao et de ce café. Quant au grand format La forêt au clair de lune, on est carrément sur autre chose, on est dans l'univers du podcast, on est, voilà, plusieurs personnages, encore une fois un roman choral, donc je m'attends à des très courts chapitres ou des petites histoires dans l'histoire, ce qui ne me gêne pas, parce que j'aime beaucoup la plume de l'autrice, comme je vous l'ai dit, et aussi cette histoire de choix, de décisions à prendre, de carrefour où tout peut se passer, tout peut basculer du bon ou du mauvais côté sur quelque chose de positif ou de négatif. Voilà, il y a le côté podcast, le côté lune. En plus de ça, rien que la couverture avec son résumé, ça donne quelque chose d'un petit peu intimiste, un petit peu contemplatif, introspection qui, moi, me ravit totalement. Donc, ma foi, je suis impatiente de pouvoir découvrir d'autres romans de l'autrice. Courant septembre, j'ai lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit pour les personnages qui sont ultra attachants, la plume de l'autrice, aussi pour les questions de thématiques, de sujets abordés avec justesse, avec l'ambiance très cosy, très chaleureuse de ce manoir un petit peu isolé par rapport à la société londonienne du 19e. Par conséquent, cette parution dont je vais vous parler aurait pu passer sous mon radar si je n'avais pas eu un très gros coup de cœur pour son roman dont il est rattaché. Je vous parle donc du préquel qui s'intitule La première rose de Bloomstone de Marie Hochart aux éditions Casterman. Nathanael Stone a toujours été d'une sensibilité hors du commun. Depuis l'enfance, ses émotions menacent de déborder à chaque instant et le jeune aristocrate s'efforce de faire bonne figure. Mais à son entrée à l'université de Cambridge, Nathanael se sent définitivement en décalage avec la société de son époque. Et en comprenant l'origine en fait de ce décalage et en perçant ce secret qui est bien lourd à porter, Nathanael va petit à petit remettre en cause toutes les convenances, tous les codes de son époque. Nathanael a un rêve, trouver un lieu où vivre librement, un havre de paix où chacun pourrait être soi-même, sur un pied d'égalité et sans faux semblant. Ainsi, vu l'immense coup de cœur que j'ai eu pour le roman Sous les étoiles de Bloomstone Manor, je suis plus que ravie de pouvoir
continuer un petit peu le voyage auprès de Nathanaël, parce que c'est un personnage qui est vraiment incroyable et fascinant à découvrir et à percevoir à travers le regard d'Agathe dans le roman de base. Ma foi, je ne sais pas ce que vaut le préquel, mais en tout cas les retours sont très bons. Donc je pense que je vais passer un chouette moment avec ce roman. Pour le livre suivant, on va aller du côté du contemporain et de la romance. Je vous présente donc le livre de Lynn Painter aux éditions Comet, Better Than the Movies. Liz Buxbaum est une incurable romantique. Rom-com et roman à l'eau de rose la font vibrer et elle attend avec impatience le jour où ce sera son tour de vivre la parfaite histoire d'amour. Mais à l'approche du bal de promo, Liz désespère de rencontrer son prince charmant. Alors lorsque son amour d'enfance revient s'installer dans le quartier, Liz est convaincue que c'est un signe du destin et compte bien saisir sa chance. Mais le destin semble décidé à la jeter dans les bras d'un autre garçon, son voisin et ennemi de toujours. Et malgré l'avertissement de sa mère de ne jamais, au grand jamais, tomber amoureuse du bad boy, Liz se surprend à apprécier de plus en plus de passer du temps avec ce voisin. Se pourrait-il que le happily ever after dont elle a toujours rêvé soit sur le point de changer du tout au tout? Je suis ma foi pas mal intriguée par le résumé, j'avoue qu'en temps normal je ne me serais pas jetée dessus ni même intéressée plus que mesure sur ce livre parce que bon, les romances et le contemporain c'est généralement très compliqué pour moi. Il faut vraiment soit l'avoir lu en e-book ou l'avoir écouté en audiobook ou alors l'avoir emprunté à la médiathèque pour que je me fasse un avis avant de me dire effectivement ce livre aussi est fait pour moi ou pas du tout, et comme ça affiner un petit peu mon radar côté contemporain et romance. Là je vous avoue que je suis plutôt enthousiaste par les excellents retours qu'il y a dessus. Ma foi, ça a l'air d'être assez mignon, frais, d'être un petit peu réconfortant, doux, d'être aussi plutôt drôle d'après les retours, donc de ce fait pourquoi pas tester et céder à la hype du moment. On va rester dans le côté un petit peu cosy, douillet, drôle, un petit peu contemporain, romance. Et je vais vous amener du côté d'une série qui, moi, m'a fait énormément plaisir. Et avec Fangirl, je pense, mes tout premiers pas en contemporain réaliste. Et qui, ma foi, m'accompagne depuis, même si je sais que je suis bien loin d'être le cœur de cible de cette saga désormais. Il s'agit des Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Il s'agit là du dernier tome qui vient de sortir en grand format chez Nathan, puisque nous sommes sur Cœur Cacao. Alors que leurs parents sont en voyage, Anna, 13 ans, Kat et leur grand frère Tommy se retrouvent à vivre à Tanglewood. Pour Anna, c'est l'occasion de se rapprocher des sœurs Tamberi qui vont l'aider dans une phase difficile alors qu'elle abandonne sa passion de toujours, la gymnastique. Son cœur a trouvé une nouvelle direction, la liberté des arts du cirque et surtout le charmant Luc qui lui fait découvrir son monde inconnu. Alors il est évident que pour l'adulte que je suis désormais, lire Les Filles au chocolat c'est un petit peu une replongée en enfance, c'est un petit peu j'allais dire une facilité de s'entourer de chamallows puisque c'est très doux, bienveillant, c'est surtout très simple, très efficace aussi parce que malgré la simplicité et la rapidité des récits, c'est toujours des thématiques qui sont importantes pour être abordées dès la tranche d'âge visée qui est des 10-12 ans il me semble. Donc vraiment moi c'est un petit peu le bonbon. Donc ma foi je suis plutôt curieuse de découvrir ce que Cœur Cacao me réserve puisqu'on est clairement sur la famille de Tommy qui est liée à Summer, donc une des sœurs Tamberi. J'aime beaucoup le personnage de Tommy, donc je suis plutôt curieuse de découvrir sa famille. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très colorée et qui justement, maintenant que ça parle de gymnastique et surtout des arts du cirque, m'interpelle davantage au vu des couleurs exploitées. Le cacao c'est certes ce qui donne le chocolat mais c'est aussi amer, donc j'ai l'impression qu'il y a des petites thématiques qui vont être encore
très intéressantes à être pensées par l'autrice, même si évidemment, ça va manquer de développement. Mais je ne lis pas Les filles au chocolat pour ça. De ce fait, je suis impatiente de lire ce tome, même si je vais probablement attendre la sortie poche pour que ce soit raccord avec tous les exemplaires que j'ai chez moi. On va aller du côté de la bande dessinée et on va s'atteler à quelque chose qui va mêler historique et mythologie nordique. La bande dessinée en question s'intitule Ce que les corbeaux nous laissent de Sophie Lelier aux éditions Dupuis. Dans les contrées normandes du IXe siècle, Tarik et Adalric grandissent aux côtés de leur maman Galwint. Lorsqu'Adalric est assassiné, Tarik se mure dans le silence. Hanté par le fantôme de son frère, il grandit à la recherche d'une vengeance qu'il espère salvatrice. Noyant son chagrin dans l'alcool et les arnaques, il est convaincu que retrouver les coupables l'aidera à faire son deuil. Bercé par les croyances celtes et vikings, Galwint se réfugie dans l'étude de parchemin pour trouver comment guider Adalric dans le royaume des morts. Ensemble, ils vont découvrir que le sort d'Adalric était scellé depuis des années, depuis un événement dramatique lié à Galwint. Vous le savez peut-être ou peut-être pas et vous le découvrirez avec cette vidéo, mais je suis absolument passionnée de mythologie en général, mythologie grecque de prime abord, mais également de mythologie nordique. Donc forcément, quand j'ai entendu parler de cette bande dessinée, mon esprit a allumé plusieurs petites loupiottes, et ces loupiottes allumées n'ont fait que titiller ma curiosité jusqu'à me dire que ce serait une excellente idée que je puisse un jour découvrir cette bande dessinée. En gros, on a là des contrées normandes 9e siècle, donc de l'historique qui déjà moi me plaît énormément. On a une histoire de famille, on a des histoires de vengeance, de secrets de famille, de passé, à essayer un petit peu de coturiser entre guillemets, puisque le deuil d'un des personnages va raviver et ramener des souvenirs profondément enfouis. Et voilà, on parle de deuil, on parle de croyances celtes et vikings, de royaume des morts. Forcément, il y a énormément de choses qui, moi, me captivent et me poussent à découvrir cette bande dessinée. Donc j'espère le plus tôt possible. On va rester dans la fantaisie, toujours de la fantaisie. Je pense que si on faisait un compteur de livres fantaisie ou à connotation fantaisie depuis le début, on aurait déjà pas mal. Et on va aller du côté des romans. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un roman qui a été coupé en 2 tomes de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Et ce roman, c'est Un jour de nuit tombée. Ce roman, c'est le préquel de Prieuré de l'Oranger qui lui a fait énormément parler de lui à sa sortie. Et qui lui aussi, si jamais vous êtes intéressé par le Prieuré de l'Oranger, a été coupé en 2 parties chez J'ai lu. Et si jamais vous avez envie de farfouiner un petit peu les livres d'occasion ou si vous avez la chance de tomber dessus neuf, sachez que les grands formats sont disponibles chez De Saxus. Un jour de nuit tombée nous raconte 500 ans avant les événements du Prieuré de l'Oranger. Donc on est vraiment sur un gros préquel bien dans le passé. Sœur du Prieuré de l'Oranger, Tunova Méline s'est entraînée pendant 50 ans à combattre des Wyrms. Au nord, dans le Rénome d'Inis, la princesse Gloriane vit quant à elle dans l'ombre de ses parents. Dumai, de son côté, a passé sa vie dans un temple, essayant de réveiller les dragons de leur long sommeil. Lorsque le mont Effroi entre en éruption, ces 3 femmes doivent trouver la force de protéger l'humanité d'une menace dévastatrice. Comme je le disais juste avant, le Prieuré de l'Oranger a été un énorme kiff à lire, même si évidemment j'ai pris plus d'1 an et demi pour savourer le plus possible chaque chapitre. J'ai un peu rushé le final pour être sûre que ça ne dépasse pas plus de 2 ans non plus en termes de lecture, mais j'ai bien aimé l'ambiance qui est assez pesante sans être trop lourde. On a de la fantaisie, on a tous les ingrédients d'une fantaisie qui est convenue, vue et revue, mais l'autrice a su trouver un angle d'attaque, une approche pour que ce soit moins conventionnel, plus surprenant quelque part, avec des thématiques beaucoup plus modernes, des sujets beaucoup plus modernes aussi, et des personnages qui sont incroyables à découvrir.
Donc je me dis, si ce préquel est de même qualité que le Prieuré de l'Oranger, forcément que je vais passer un excellent moment avec. En tout début de vidéo, je vous présentais un livre de Frances Hardinge, qui est une autrice que j'avais découvert avec Gallimard Jeunesse, On lit plus fort à l'époque où ça existait, et je n'avais jamais lâché l'autrice puisque j'avais suivi un petit peu toutes ses parutions. Et c'est aussi le cas pour cette autrice. Il s'agit de Ruta Sepetys qui, dans la version poche quand en format chez Gallimard Jeunesse, nous propose un roman qui s'intitule Si je dois te trahir. Bucarest, octobre 1989. Sous le régime de Ceausescu, Cristian Florescu est lycéen et rêve de poésie et de cinéma américain. Un jour, il est dénoncé et convoqué par la Securitate, qui le somme de choisir entre devenir informateur pour la police secrète du régime ou perdre sa famille et Bounou, le grand-père qu'il adore. J'ai lu tous les romans de l'autrice et mon préféré restera Big Easy. Ma foi, j'attends de voir si celui-ci pourrait détrôner mon chouchou. Mais en attendant, je sais que je vais passer un moment très intense sur le plan émotionnel, avec beaucoup de recherches qui vont être transformées en une histoire qui certainement va être bouleversante. En plus de ça, là elle va parler du dictateur roumain, de tout ce qui s'est passé sous le régime de Ceausescu, donc je suis impatiente de savoir ce que contient ce roman. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus léger pour le livre suivant et on va retrouver la littérature contemporaine et asiatique avec le 3e tome d'un café que j'aime énormément, Funikuli Funikula. Il s'agit du Café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi dans sa version poche, au livre de poche. Il s'agit donc du 3e tome de Tant que le café est encore chaud. Et donc forcément on va retrouver cette atmosphère très lente, contemplative, très délicate, subtile, avec quelque chose de très douillet, réconfortant, apaisant, de cosy, bien comme il faut. Chez Funikuli Funikula, le café change le cœur des hommes. À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. Ma foi, je n'en dirai pas plus et c'est entre guillemets le résumé commun à quasiment chaque tome. Cette fois-ci, je ne sais pas si on va suivre que des hommes, ce qui était le cas pour le 2e tome, ou que des femmes, ce qui était le cas dans le premier. Ce sera la surprise totale et absolue. Je ne sais pas si on va retrouver les personnages qui nous ont accompagnés depuis le 1er tome, qui est le personnel du café. Peut-être qu'on va découvrir des nouveaux protagonistes, ma foi. Je suis impatiente, vraiment, parce que j'aime énormément cette ambiance. J'adore la plume de l'auteur. J'ai adoré ces petites histoires dans la grande histoire. Je ne vais pas chercher à en savoir plus. Ça me convient parfaitement de savoir que le 3e est disponible en poche. Je suis plus que joie et impatience à l'idée de pouvoir retomber dans ce café. On reste dans le contemporain, mais cette fois-ci on va retourner du côté du young adult et de la romance avec la théorie des couleurs. C'est un roman de Mazey Eddings qui est paru aux éditions Comet. Tilly est surexcitée, elle part tout l'été en voyage en Europe sous couvert d'un stage dans la start-up de sa sœur. C'est un prétexte en or pour quitter le nid familial étouffant. Loin de ses parents, elle est prête à prouver qu'elle peut faire ses propres choix et vivre pleinement avec son TDAH. C'est sûr, ce voyage sera incroyable. Enfin, si Tilly supporte Oliver Clark, le 2e stagiaire de sa sœur, beau comme un dieu, mais plus glacial que la banquise. Pour Oliver, survivre à Tilly est aussi une épreuve. Si son autisme complique ses relations avec les autres, c'est encore pire avec cette jeune fille débordante d'émotions. Lui qui d'habitude arrive à organiser le monde par couleur, celle qui compose Tilly semble lui échapper constamment.
De pays en pays, Tilly et Oliver vont se rapprocher, se soutenir et résoudre une énigme aussi excitante que merveilleuse, celle de leur amour naissant. Là aussi, dans ce côté young adulte contemporain, c'est pas forcément mes lectures de prédilection, mais là, il y avait quelque chose, il y avait plusieurs éléments, plusieurs ingrédients qui piquaient ma curiosité. Déjà, on avait ce côté un petit peu de voyage en Europe, un côté un peu road trip qui m'interpellait et qui m'intéressait. On a également les deux personnages qui ont chacun leur personnalité, mais aussi leur particularité. Le TDAH pour Tilly, l'autisme pour Oliver. Et j'étais plutôt curieuse de voir comment l'autrice parlait de ces sujets, les abordait, les traitait, comment les personnages se comportent entre eux, la relation qui naît de ces deux personnalités très différentes manifestement, et aussi tout ce qui tourne autour de la couleur, que ce soit dans le titre ou encore dans la manière d'Oliver de penser et de concevoir les choses. Donc je me suis dit qu'on allait énormément parler aussi d'art et d'artistique, de créativité, puisque manifestement, si je zoome un petit peu sur la couverture, on a cette jeune fille qui tient un appareil photo. Donc, entre le voyage, l'Europe, les personnages, les particularités abordées par l'autrice, plus ce domaine très artistique, je me suis dit qu'il y avait là tout ce qu'il fallait pour piquer mon attention, et j'espère pouvoir, à défaut de lire le grand format, un de ces quatre, pouvoir au moins me rabattre sur une version poche. Petite découverte totalement de derrière les fagots, je ne pensais pas m'arrêter dessus parce que je ne savais tout simplement pas que ça existait. Mais le fait d'avoir vu Alex Bookin en Prada dans un de ses posts reel, où je me demande même si c'est pas une story, bref, je l'ai vu mentionner ce titre et je suis plutôt curieuse à mon tour. J'avoue n'avoir pas cherché tellement à savoir de quoi il en retournait spécifiquement à travers ou des vidéos, des habits vidéo ou des retours sur blog ou réseaux sociaux. Donc ma foi, il a l'air d'être bien noté, et puis de toute façon, bien ou mal noté, j'aurais craqué dessus. Il s'agit des Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu. Les oiseleurs lisent le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. Pour intégrer leur rang et développer son don, Alouette est prête à tout, même à se déguiser en homme. Bravant les interdits, elle infiltre le siège ancestral des oiseleurs, taraudés par cette menace. Que feront-ils s'ils découvrent la vérité? Mais à Avem 10, Alouette est loin d'être la seule à avoir des secrets. Et lorsque Désil, le fils du grand oiseleur en personne, lui demande son aide, ses convictions vacillent. Sur terre, au-delà des murs du collège, une guerre sans merci se prépare. Dans le ciel, les présages de mauvais augure se multiplient. Seuls Alouette et Désil peuvent encore tout changer. Pour la faire très courte, j'aime énormément les oiseaux. Ici, je suis team plume. Et donc parce que j'adore énormément les oiseaux, et quand je vois titre, personnage, du moins leur prénom, des noms de lieux, toute une mythologie basée sur le vol, le vent, tout ce qui va flotter dans les airs, dans le ciel, plus les oiseaux, forcément, je suis obligée de craquer. En plus de ça, la version collector, la version en hardback avec du jaspage et tout, est plutôt jolie pour ce que j'ai vu en librairie, donc il se pourrait que d'ici la fin de l'année, je me dise que ça soit de bon ton de craquer sur cette parution. On reste dans les littératures de l'imaginaire, mais cette fois-ci on va faire un petit saut du côté de fantastique, puisque je vais vous présenter un roman qui s'appelle Sylphide. On le doit à Tiphaine Bleven et c'est aux éditions Château d'Âme. Alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme. Sublime, envoûtant, au regard vivant, inéluctablement posé sur elle. Elle seule semble capable de voir ce tableau, comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves?
Est-ce un humain, un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit le découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Poussez les portes d'un château hanté et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des sylphes, ces esprits de l'air aussi séduisants que manipulateurs. Pour le coup, je sais que les retours sont plutôt mitigés, plutôt mi-figue mi-raisin sur ce titre. Néanmoins, le simple fait qu'on parle de château abandonné, d'influenceurs paranormal, de portraits aussi, de quelque chose d'un petit peu tentation, manipulation, séduction, avec voilà, cet esprit un petit peu étrange, le tableau qui semble pas prendre vie mais suivre Roxane avec l'individu qui semble hanter des lieux. Donc il y a quelque chose d'un petit peu fantastique, un peu frisson, un peu horreur, sous le vernis du fantastique, de la pseudo-romance qui pourrait se dessiner derrière le résumé. Donc j'ai un petit peu hâte de découvrir de quoi il en retourne, histoire de voir si ces avis mitigés le sont à tort ou à raison, m'en faire ma propre opinion et me dire en plus de ça que je lis très peu de fantastique. Je suis pas forcément, autant je suis une grande fan de science-fiction et de fantasy, mais le genre fantastique c'est un genre que j'ai pas encore trop écumé, trop navigué dessus, donc ma foi ça pourrait être intéressant de céder à la curiosité. Cette année, j'ai découvert un nouveau manga que j'aime énormément. En tout cas, les 3 premiers tomes ont été un petit coup de cœur, petit bonbon parfait, très cosy, très réconfortant, très douillet, trop mignon également. Et il s'agit de Minuscule, qui est de Takuto Kashiki, le tout aux éditions Komiku. Minuscule, ça raconte l'histoire d'Akume et de Mikoshi, mesurant 9 cm et vivant dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabées et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Venez partager leurs aventures à la fois paisibles, simples et attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien. C'est le manga tranche de vie doudou par excellence. Chaque déplacement, chaque rencontre, chaque événement est une aventure en soi. Les personnages sont hyper attachants, c'est drôle, c'est mignonné tout plein, les illustrations sont sublimes, soignées. Bref, c'est entrer dans l'univers minuscule, c'est accepter de faire une pause enchantée et moi ça me ravit complètement. Et même si je n'ai lu que les 3 premiers tomes, je sais que je les veux dans ma bibliothèque, que je veux poursuivre la saga et rattraper mon retard jusqu'à atteindre celui qui vient de sortir là en août 2024, le tome 12. Je ne vous ferai pas l'affront de faire le résumé du tome 12, ça ne servirait absolument à rien. Ça vous spoilerait, ça me spoilerait aussi. Et c'est pas ce que je veux avec Minuscule, ça doit rester doudou et réconfortant à souhait. Si jamais l'aventure vous tente, si vous avez envie de faire une petite pause, ou si vous avez envie de profiter d'un hiver un petit peu plus cosy et douillet, vous pouvez aller les yeux fermés sur Minuscule. On va terminer cette fort longue wishlist avec 3 parutions et 3 albums jeunesse. Le premier, c'est Lady Papa d'Émilie Chazeran et Digli aux éditions La Ville Brûle. Dans ce merveilleux album plein d'humour, de tendresse et de tenue incroyable, Émilie Chazeran et Digli conjuguent leurs talents pour raconter le quotidien d'un enfant qui grandit aux côtés de son père drag queen. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, autant d'amour, autant de moments joyeux partagés, mais un peu plus de tolérance et de paillettes. Deuxième album jeunesse que je voulais incorporer dans cette wishlist, il s'agit de Mouette et Chouette, de Julien Arnal et Sandra Le Guen. Et cet album jeunesse, on le doit aux éditions Little Urban. Mouette et Chouette sont aussi différentes que le jour et la nuit, et pourtant, quand elles se rencontrent, c'est le coup de foudre. Ensemble, elles vivent un magnifique voyage jusqu'à se lancer dans la plus belle des aventures, fonder leur propre nid douillet. Et dernier album jeunesse que je tiens à mettre dans cette vidéo, ça s'appelle Les plus belles vacances de Mini Taupe
C'est un album que l'on doit à Sang-keun Kim et qui est paru aux éditions Sans Dessus Dessous. Le jour où Minitaupe rencontre une tortue toute timide, c'est le début d'une grande histoire. Car sur le chemin qui les mène vers le vaste océan, 1000 péripéties les attendent. Et si la plus grande des amitiés était au bout de l'aventure. Ces 3 albums jeunesse m'intéressent au plus haut point, ne serait-ce que pour les thématiques exploitées, l'amitié, la tolérance, la bienveillance, le respect. On a des thématiques qui sont modernes, on a des choses qui sont trop choupinou, pinettes. Moi j'adore la couverture de Lady Papa, j'adore l'amitié entre cette taupe et cette tortue qui a l'air absolument trop mignon à souhait. J'aime beaucoup le mouette et chouette puisque comme je vous l'ai dit avec les oiseleurs, j'adore tout ce qui tourne autour des oiseaux. Et pas seulement que les oiseaux, c'est aussi les chouettes, les rapaces. Bref, j'adore la Team Plume, vous le savez désormais. Ma foi, rien qu'aux couvertures, rien qu'au résumé et ses mots-clés, rien qu'au style graphique que l'on voit sur les couvertures ou que j'ai pu observer à travers des extraits sur des blogs ou encore des vidéos YouTube. Bref, pour toutes ces raisons évidentes à mes yeux, je suis impatiente de pouvoir m'en faire ma propre opinion, de les tenir entre mes mains et de pouvoir m'y plonger. Je me rends compte que je n'ai bientôt plus de batterie, donc je vais aller le plus vite possible. J'espère que je n'oublierai rien au passage. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Vous avez donc facile, il me semble, une quinzaine de titres en sachant que j'en ai enlevé un puisque je l'ai acheté hier. Donc concrètement, vous avez toutes les parutions littéraires entre avril et septembre qui m'interpellent le plus, que j'ai vraiment trop envie de lire là maintenant si je pouvais le faire. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes avec. Si jamais vous avez lu certains de ces livres ou qu'ils vous tentent, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog, comme je l'ai dit en intro, il y a des articles avec beaucoup plus de choix à vous mettre sous la dent si jamais ceci ne vous interpelle pas plus que ça. Et puis, blabla du YouTube Game habituel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à vous emparer des liens dans l'espace description. Bref, tous ces liens sont à votre disposition pour pouvoir faire votre petit crumble aux pommes préféré. Quant à moi, je vous laisse ici, je vous souhaite de très belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!